Là où maintenant il faut régler le problème, c'est de dire, est-ce que on n'a pas été trop vite, trop loin? Parce que la question, il ne faudrait pas que ça devienne un mauvais exemple et que ça bloque le fonctionnement des institutions ou même le fonctionnement de l'enseignement. Pourquoi? Parce que moi, je suis d'avis en tant qu'économiste et gestionnaire que le président de la République et le gouvernement auraient dû aller par palier. On ne passe pas comme ça d'un full paiement par les parents à zéro paiement. C'est pas possible parce que le budget, je crois, de l'enseignement était à peu près de 500 millions, autour de 500 millions de dollars par an. Aujourd'hui, on doit passer à plus ou moins 3 milliards de dollars. Mais avec quel budget? Avec quel budget? Le budget aujourd'hui, le premier budget voté était de 7 milliards. C'était presque 40% du budget de l'ensemble de la République. C'était mortel. Ils sont venus, le président de la République, quand il est rentré, on a fait passer, on ne sait pas par quelle magie, on verra quand le budget sera présenté à l'Assemblée nationale, ils sont passés du coup à 10 milliards. Ça veut dire que rien que la gratuité de l'enseignement de base va prendre 30% du budget. 3 milliards, de 10 milliards, ça fait 30% du budget. Il faut le faire. Donc, il faut d'abord, on n'a jamais atteint en exécution ce budget. Donc, il faudrait d'abord qu'on sache comment on va atteindre ce budget-là, parce que je crois que si mes informations sont bonnes, cette année-ci, on va à peine atteindre 4 ou 5 milliards. Donc, l'année prochaine, passer à 10 milliards, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Mais avant d'arriver à cela, il fallait, le président aurait pu dire, bon, on va aller par palier. Cette année-ci, on commence toutes les premières primaires. Ok? La première année primaire, gratuit pour tous. On voit comment ça marche, on rôde la machine. Ok? En ce moment-là, pour les parents, l'année prochaine, première et deuxième primaire. L'année suivante, première, deuxième et troisième primaire. En ce moment-là, on rôde la machine. Il y a la question aujourd'hui de la mécanisation des enseignants. À l'intérieur du pays, beaucoup d'enseignants ne sont pas mécanisés. C'est les parents qui payent ces enseignants. Lancer la gratuité comme ça, ça fait que ces enseignants vont être payés. Parce que l'État ne les connaît pas, ne les a pas reconnus. Ce travail-là aurait dû être fait au préalable. Il y a la question des enseignants mécanisés, non payés. Des gens qui sont mécanisés. Moi, personnellement, en tant que député, dans ma circonscription électorale, je viens d'adresser une lettre au ministre d'État chargé de l'enseignement primaire et secondaire. C'est mon travail. Pour lui signaler le cas des enseignants qui sont mécanisés et non payés. Ces cas de mécanisés non payés qui vont avoir zéro salaire aujourd'hui par le fait qu'ils ne sont pas encore payés et que les parents sont appelés à ne pas les payer. Ça va créer des problèmes et ça risque de créer un blocage. Sur le plan du coût non maîtrisé, sur le plan de la régularisation de tous ces enseignants. Dernier point aussi, il va se poser dans les réseaux, notamment les réseaux catholiques, le problème de barème. Le problème de barème, c'est quoi? Pour soutenir un enseignement de qualité. Parce qu'il faut faire la différence entre l'enseignement gratuit, qui veut dire être sur le banc de l'école seulement et recevoir n'importe quel enseignement, où vous êtes à 200 dans une salle de classe, ainsi de suite, et avoir un enseignement de qualité. L'Église catholique a réussi quand même dans ce pays à maintenir un enseignement de qualité par rapport à toutes les autres écoles officielles. Et pour maintenir cet enseignement de qualité, il y a un coût. Le coût, c'est quoi? C'est la hauteur de la rémunération de l'enseignant. Parce que l'enseignant est un élément clé de l'enseignement. Vous ne pouvez pas proclamer la gratuité de l'enseignement sans penser à l'enseignant. L'enseignant, dans les réseaux catholiques, touche parfois au-delà de 500 $ le mois, l'enseignant de l'école primaire. Et ce montant, c'est pour lui permettre d'avoir une vie plus ou moins normale. Donc il peut payer son petit loyer,
il a aussi des enfants, parce que l'enseignant a aussi des enfants qu'il envoie à l'école, il doit manger, il doit avoir un transport, ainsi de suite. Bon, on a dit, allez, plus ou moins $500, d'autres 600, 750, 1100. Il y a des autres qui touchent $900 dans les réseaux catholiques. Alors qu'aujourd'hui, avec la gratuité, donc on va aligner tout le monde au salaire de l'État. Le salaire de l'État, ça veut dire autour de 100, $150 le mois. Comment on va gérer pour les réseaux catholiques et autres cette différence d'argent? C'est pour ça qu'aujourd'hui, malencontreusement, on s'en prend à l'Église catholique comme quoi ils poussent. Non, l'Église catholique ne pousse personne. L'Église catholique avait un barème qui payait à ses enseignants. Et ces barèmes étaient complétés par les parents. Mais maintenant, comme il n'y a pas ça, que va devenir cet enseignant qui avait $600 ou $700 le mois et qui va se retrouver avec 100, $150 le mois? S'il louait sa maison à $200 le mois, comment il fait? Il se retrouve du jour au lendemain dans la rue. Et tous ces problèmes-là devaient être analysés et pris en compte au préalable. Parce que, n'oubliez pas que si on ne règle pas ce problème, on va accentuer, on va propager le mal. Les écoles de catholiques ou des confessions religieuses qui avaient un certain niveau d'éducation vont tomber au niveau des écoles publiques normales. Les écoles officielles, comme vous le savez, on peut tout dire, ce n'est pas de leur faute, mais le niveau est nul. Le niveau est nul. Est-ce qu'on veut que tout le système tombe à ce niveau nul sous prétexte de gratuité, ou on veut quand même que, en allant par palier, on règle la question de manière définitive, de manière globale et de manière correcte, parce que sinon on va aboutir à un blocage, et blocage, comme j'ai entendu le président dire, peut-être l'année prochaine ou après l'année prochaine, on va passer à l'école secondaire et puis on va aller à l'université. Je dis bonne chance, c'est le souhait de tout le monde, mais il faut, si on aime notre pays, il faut faire les choses graduellement et de manière réfléchie et solide. Parce que vous ne devez pas oublier aussi qu'il n'y a pas que l'enseignement. Les gens observent. Si, admettons qu'aujourd'hui, le gouvernement fasse un effort pour dire, bon, on va doubler, tripler les salaires des enseignants pour quand même qu'il n'y ait pas trop de remous dans le secteur de l'enseignement. Que vont devenir les militaires? Les barèmes se tiennent. Il y a l'enseignant à un grade dans la fonction publique. Si, dans ce grade-là, on augmente, c'est que les autres composantes des institutions qui ont le même grade doivent pouvoir toucher le même salaire. Où on met sous forme de prime. Bon, si on donne la prime aux enseignants, les militaires vont réclamer, les autres fonctionnaires, parce qu'il n'y a pas que l'enseignant, il y a les médecins, il y a les infirmiers, il y a tout ça. Donc, la République doit se gérer avec prudence, parce qu'une décision prise à un niveau donné a des répercussions sur l'ensemble du système. Donc, j'encourage, je remercie le président de la République pour la décision qui a été prise, mais il faut les mesures d'encadrement pour éviter qu'on arrive à un blocage suite à une mesure qui part d'une bonne volonté. Bon, il n'y a pas une timidité. Il n'y a pas une timidité. Je crois que la marche d'hier aurait dû être le point culminant de cette affaire pour pousser le gouvernement à aller de l'avant. Si cette affaire ne trouve pas de compromis, la République démocratique du Congo sera indexée sur le plan national et international comme un État corrompu. Donc, le président de la République, le procureur général et tout le monde a intérêt à clarifier cette affaire. Parce que tout ce qu'on a promis à Félix Tshisekedi lors de sa tournée euro-américaine, si ces affaires de corruption ne sont pas clarifiées, ce n'est même pas de corruption, c'est de détournement de fonds, ne sont pas clarifiées, et bien en ce moment-là, je crois qu'il n'aura rien comme réalisation sur tous les milliards qui ont été promis. Rien. Et ça a des conséquences. Ça n'a pas que des conséquences sur le plan judiciaire. Les gens ne peuvent pas croire que cette affaire est passée. Le monde observe le Congo sur le règlement de cette affaire.
pour savoir si le gouvernement actuel, si le président actuel est décidé ou pas à lutter contre la corruption. Je vais vous dire une chose qui est importante. Ne vous limitez pas à 15 millions. 15 millions, c'est la décote. C'est-à-dire, normalement, avec les fluctuations des prix des produits pétroliers, puisque le gouvernement avait demandé de bloquer les prix, n'est-ce pas? Le gouvernement paye aux pétroliers la différence entre le prix qu'ils auraient dû vendre et le prix auquel le gouvernement les a obligés à vendre. Mais il y a des fluctuations à la hausse et il y a des fluctuations à la baisse. Donc ce qui fait que quand on fait la sommation de tout ça, il y a une différence. Au lieu de 100 millions, le gouvernement ne devait payer que 85 millions. Le gouvernement ne devait payer que 85 millions. Mais on a obligé de payer quand même les 100 millions. Et les 15 millions ont disparu. Les 15 millions que le gouvernement au départ ne devait pas payer. Donc le gouvernement a payé un montant indu. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, non seulement le gouvernement a payé 15 millions de manière indue. Deuxième chose, le gouvernement a payé des sociétés qui sont des sociétés de stockage. La CEP n'est pas commerçante. Mais comment dans le partage de l'argent des 85 millions, la CEP s'y retrouve? En quelle qualité? C'est de l'argent perdu pour l'État parce que la décote ou le paiement de la différence de prix ne concerne pas la CEP, qui n'est pas une société qui commerce le pétrole. De l'argent encore perdu là-dedans. Troisième échelon de perte d'argent, c'est les taux d'intérêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas la Banque centrale qui est le caissier de l'État qui a payé cet argent. Non. Les concernés ont demandé un prêt au nom de l'État aux banques commerciales. Les concernés, c'est-à-dire le ministre de l'économie et des finances. Et la FEC aussi. La FEC, je ne connais pas la FEC, c'est par rapport aux sociétés pétrolières. Mais le gouvernement de la Banque centrale. Ils ont, parce que c'est la Banque centrale qui a garanti le prêt. Le prêt, au lieu de demander 85 millions qui étaient dus, on a demandé un prêt de 100 millions. Et le prêt de 100 millions, on doit rembourser 121 millions. C'est-à-dire, l'État n'a pas perdu que les 15 millions, l'État doit payer en plus de 15 millions perdus, 21 millions aux banques comme un taux d'intérêt. C'est-à-dire que sur 2 ans, les gens auront fait payer 20 millions gratuits aux banques commerciales. Et ça fait, quand tu prends les 15 millions, tu prends les 21 millions et tu prends ce qui a été indûment payé à CEP Congo, l'affaire remonte à plus de 40 millions de dollars. Une seule affaire, 40 millions de dollars. Et qui va accepter à travers le monde de travailler avec un pays ou de donner de l'argent ou venir investir dans un pays où les rétrocommissions, comme l'a dit le président de la République à TV5, sont légales? Où on peut voler légalement l'argent de l'État. Et c'est l'État qui se retrouve, qui encaisse une perte sèche de plus de 40 millions sur une simple opération, soi-disant, de décote pour les produits pétroliers. Donc, il s'agit bien d'un vol organisé et les criminels doivent être poursuivis et condamnés. Et le procureur général, qui est très expéditif pour les pauvres citoyens, je reviens sur le cas de Mike Mukebai, qui est accusé de simple diffamation. Diffamation, c'est en fait quelque chose de moral. C'est une offense à une personne, ça n'a rien de physique. Mais ce monsieur a été mis, on a levé son immunité parlementaire. Et en une journée, on l'a mis en prison où il copie jusqu'aujourd'hui. La justice des puissants. Mais pour l'argent qui a disparu, dont on a les preuves de la disparition, il n'y a jamais personne qui a été arrêté jusqu'à ce jour. Est-ce que vous trouvez ça normal, cette politique de 2 poids et 2 mesures? Ce sont ces antivaleurs que nous sommes en train de condamner. Vous avez suivi maintenant le procureur de la République, le procureur général de la Cour de cassation, la plus haute autorité judiciaire, l'organe de la loi par excellence, à l'ouverture de la rentrée judiciaire, en train de se plaindre comme le commun des mortels
qu'il a vécu la corruption à l'élection du Sénat, à l'élection du gouverneur, mais il n'a arrêté personne. Et lui, le procureur général près la Cour de cassation, quand il se plaint comme ça, et puis il ferme la parenthèse, et puis il rentre chez lui dormir. Mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Le procureur général près la Cour de cassation, après sa déclaration, devrait partir, devrait démissionner. Il doit démissionner. C'est un aveu d'échec. Et c'est un aveu de complicité vis-à-vis des corrupteurs et des corrompus. Et cela ne présage pas un changement et ça va être vraiment préjudiciable. C'était pour vous expliquer que cette affaire va être préjudiciable pour l'État et le budget de la République. Moi, je ne veux incriminer personne. Le nom de Kamere est dans le dossier. Le CLC a demandé que tous ceux qui ont été cités dans le dossier, pour permettre que la justice puisse faire son travail, qui démissionne. Pourquoi? Parce que les informations sont que, notamment que le directeur de cabinet du chef de l'État aurait fait libérer le conseiller qui a signé tous les ordres, les chèques pour retirer les fonds, et que ce monsieur se retrouverait aujourd'hui à Dubaï. Bon, maintenant, comment concilier cette position de puissance par rapport à l'évolution de l'enquête? Est-ce que ce n'est pas par rapport à tous ces puissants que le procureur général est aujourd'hui complètement désarmé? Donc c'est un peu ça. Moi je ne vise personne en particulier, mais je veux que la justice soit établie, et pour l'indépendance de la justice, eh ben, les gens doivent pouvoir se désengager, quitte à être blanchis par la justice et être réhabilités par après. Il faut dire que la communauté Banyamulenge a le droit de vivre en paix, comme tous les autres citoyens. Maintenant, moi je ne maîtrise pas totalement les contours du conflit. J'ai eu le sentiment, en lisant les uns et les autres, qu'il y a un massacre qui est en train de se perpétuer contre les Banyamulenge, que je dois condamner, parce qu'ils ont droit à la vie et à la sécurité comme toutes les autres communautés dans notre pays. De l'autre côté, il y a un conflit de terre entre ce que je pourrais dire, entre guillemets, ceux qui se prétendent être les autochtones et les Banyamulenge qu'ils considèrent, eux, comme les non-autochtones qui seraient venus occuper leur terre. Je pense que tant que l'État ne se sera pas imprégné du dossier pour trancher entre ceux qui se prétendent, parce que c'est un conflit de terre, entre ceux qui se prétendent autochtones, qui ont toujours occupé ces terres, et ceux qui prétendent être venus envahir leurs terres, qui prétendent être les Banyamulenge, tant que l'État n'aura pas trouvé une solution et trouvé un terrain d'entente sur ce conflit-là, il sera difficile de faire cohabiter les deux groupes de population. Mais je crois qu'il faut nécessairement que l'État s'occupe pour que les autochtones aient droit à la vie sur leur terre et que les Banyamulenge aient aussi un territoire sur lequel ils peuvent vivre. Je crois que moi personnellement, je ne suis pas contre le fait que les trois armées de la sous-région se mettent ensemble. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'Est, le problème est très complexe. Quand vous voyez les ADF Nalou qui viennent au Congo, quand le Congo les poursuit, ils fuient, ils vont en Ouganda. Et l'armée congolaise ne peut pas les poursuivre en Ouganda. Quand ils font du désordre en Ouganda, ils fuient au Congo et l'armée ougandaise ne peut pas les poursuivre. La même chose, les rebelles FDLR, quand ils sont traqués au Congo, ils se réfugient à la frontière Rwanda ou Burundi. Quand là-bas, ils se sentent un peu mieux, ils reviennent au Congo, ainsi de suite. Donc, il y a une interpénétration. Les gens qui traversent, qui sont de part et d'autre de la frontière. Et pour terminer aussi la suspicion entre les trois États, les quatre même je dirais, entre les quatre États, il est important que les opérations se mènent conjointement. Comme ça, on sait qui protège qui et qui va s'arrêter où. Pourquoi? Parce que nous avons accusé le Rwanda. Le Rwanda accuse parfois le Congo. Le Congo accuse parfois le Burundi accuse le Congo accuse l'Ouganda, l'Ouganda accuse le Congo,
l'Ouganda accuse le Rwanda accuse... Mais finalement, cette armée ce groupe interarmé peut permettre quand même de savoir réellement qui protège qui et empêcher, couper les rebelles ou les groupes armés de toute base arrière. Moi, je crois que nos peuples de l'Est ont trop souffert. Et cette unité, si elle est sincère, est une bonne chose pour moi. Deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, et qu'il faut ajouter à ça, faire un groupe, une coalition inter-pays, c'est une bonne chose. Mais notre problème aussi en République démocratique du Congo, c'est le commandement à l'Est. C'est le commandement à l'Est. Pourquoi les gens qui sont cités pour entretenir ces groupes armés, pour fournir les armes à ces groupes armés, pour être derrière tous ces groupes armés, sont toujours au commandement de notre côté? Le groupe des experts des Nations Unies les a dénoncés, les a cités nommément, vous les connaissez. La MONUSCO les a cités, mais ils sont toujours là, ils ne quittent pas là-bas. Mais je crois que tant que ce commandement et ces hommes de troupes, beaucoup qui sont habitués à ce jeu-là, vont rester là-bas, je crois que même cette coalition risque d'être vouée à l'échec. Le président de la République doit prendre ses responsabilités. Première chose, relever le commandement. Tous les commandements, tous les officiers là-bas, qu'ils quittent là-bas, qu'ils viennent, qu'ils aillent, si ce n'est pas à l'Équateur ou quoi, qu'ils aillent, qu'on les éloigne d'abord de ces trous de coltan, qu'ils aillent dans les écoles de formation, qu'ils aillent à Kananga, qu'on les amène quelque part. Mais que par la suite, maintenant, qu'on mette un nouveau commandement. Il ne manque pas de braves qui existent dans ce pays et qui ne commettent pas des gens qui ont des attaches avec les anciennes rébellions, parce qu'il y a des gens qui refusent dans l'armée aujourd'hui d'être mutés. Qui dit non, moi je suis ici, c'est commandant Rutshuru, le type est là depuis 18 ans, Rutshuru là, il n'y a personne d'autre, aucun autre militaire qui peut venir là-bas, c'est lui. Il a ses trous de coltan, il a ceci, il a cela, et on ne peut pas le muter. Si on le mute, il commence une rébellion. Non, en ce moment-là, on ne peut pas réussir. Il faut changer le commandement. Il faut changer certaines troupes, il faut leur faire un mouvement, amener de nouvelles troupes avec des gens qui ne sont pas impliqués dans tous les trafics qui se font à l'Est. Mais pourquoi voulez-vous que ça ne chauffe pas? Lorsque vous avez un fugitif officiel qui n'a jamais été amnistié, mais qui est libre, c'est ça l'impunité qui va faire en sorte que ce pays risque de ne jamais retrouver la paix. L'impunité, moi j'apprends encore qu'il y a des gens du M23 qui réclament l'amnistie et leur réintégration dans l'armée. Si nous continuons avec ce genre de comportement, il n'y aura jamais la paix. Quelle est la leçon? Quel est le message que nous envoyons à tous ces rebelles, à tous ces inciviques, à tous ces anthropophages là-bas, les gens qui mangent, ces cannibales, qui mangent la chair humaine? Quel est le message que nous les amenons? Vous pouvez faire n'importe quoi. Si vous êtes un peu protégé, un peu fort, après ça passe. Vous pouvez même avoir même un grade. Ça ne vous m'étonnerait pas que dans ce genre de comportement, demain, Gédéon, puisque c'est de lui qu'il s'agit, devienne général 4 étoiles. Parce que on récompense les criminels. Gédéon Kyungu est un fugitif. Il était en prison pour avoir assassiné, massacré et mangé des gens. On s'est organisé par je ne sais qui pour le faire évader dans une prison à haute sécurité. Donc il y a eu des complicités à haut niveau. C'est quelqu'un qu'on utilise pour des fins. Lorsqu'on sait qu'il y a quelque chose, on veut agiter quelque chose, on l'utilise, il ressort le gars. Est-ce qu'on n'a pas voulu faire chanter Tshisekedi avec cette histoire pour lui rappeler qu'il y a toujours la menace katangaise qui est là? Alors que Gédéon, qui est un fugitif, n'a jamais été amnistié. La place de Gédéon est en prison. Mais comment le procureur général, le parquet, l'auditorat militaire est impuissant devant un homme qui était en fuite et qui rentre? Où est le document d'amnistie de Gédéon?
pour dire que malgré que tu as tué, tu as mangé des gens, malgré ta condamnation, malgré ta fuite, moi, Félix Tshisekedi ou Joseph Kabila à l'époque, je viens de dire que tu es libre, tu as bien fait, tu peux continuer à vaquer librement tes occasions. Il n'a jamais été amnistié. Mais pourquoi est-il dehors? Et ce qui arrive, pourquoi ça vous étonne? C'est qu'il est encouragé, quelque part. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. C'est la conséquence de l'impunité, des encouragements et des soutiens dont bénéficie Gédéon Kyungu. Non, c'est ça, ce sont des rapports de père à fils d'abord, parce que c'est mon papa, le président Kyungu, et c'était des rapports de partenariat lorsque nous étions tous présidents au niveau du G7. Mais il me semble que ces derniers temps, le président Kyungu a décidé que lui, il était au pouvoir, il n'est plus dans l'opposition, il est au pouvoir avec Félix Tshisekedi. Mais nous, avec Moïse Katumbi Tchapoué, nous sommes restés dans l'opposition. Donc, nous avons des rapports cordiaux et respectueux l'un vers l'autre et des rapports de père à fils également. Et comment se porte le parti? Le parti se porte très bien. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons démontré à la face du monde que l'UNADEF est toujours là et parmi les grands partis au niveau national, parce que vous savez que l'UNADEF a pu produire des élus dans 5 provinces, ce qui n'est pas à la portée de tous les partis politiques. L'UNADEF qui était la 4e ou 5e force au niveau du G7 est aujourd'hui la première force du G7 avec, on a eu 5 députés nationaux dont un a été invalidé, donc on a 4 députés nationaux, on a plus de 6 députés provinciaux et on a des députés dans le Nord Kivu, dans le Sankuru, dans la Lomami, dans le Haut-Katanga et dans le Tanganyika. Donc c'est quand même un parti important parce que quand vous voyez des regroupements comme la dynamique de l'opposition par exemple, qui a 8 députés, ça veut dire que l'UNADEF à lui tout seul fait 50% de la dynamique de l'opposition. Bon, c'est d'abord la constance. La constance, je crois que le peuple congolais est fatigué des hommes politiques qui changent tout le temps de position. Je crois que nous sommes constants, notre lutte est constante, nous sommes des gens loyaux et nous restons sur une ligne d'être corrects avec notre population. Et comme je vous l'ai dit, notre objectif d'abord, c'est l'intérêt de notre population. L'intérêt de notre population veut dire que nous appuyons les décisions du gouvernement qui sont favorables à la population. Nous condamnons, nous dénonçons les décisions ou les actions qui sont contre les intérêts de la population. Notre intérêt fondamental de l'UNADEF, c'est que la République démocratique avance, du Congo avance et qu'on cesse d'être la risée du monde. Nous sommes la risée du monde malgré nos richesses et cela doit cesser. Et pour ça, quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos tendances politiques, nous sommes tous fils de ce pays. À un moment donné, nous devons savoir unir nos efforts, chacun selon le bord auquel il appartient, pour aider notre pays à avancer. Bon, moi je ne suis pas nostalgique du passé. Hein. Moi je pense que dès lors que la décision était prise par la Constitution, c'était une décision constitutionnelle, même si je déplore la manière cavalière dont elle a été appliquée, je crois qu'on aurait dû, comme je l'en ai parlé pour l'enseignement, aller progressivement. Hein, faire une première expérience avec une province, et puis aller par palier progressivement pour que vraiment ça marche bien. Mais l'objectif, au moment où on a fait ce découpage précipité, c'était de créer le chaos. Et le découpage a été fait notamment pour nuire à certaines personnes. Voilà pourquoi ça a été fait. Et ça n'a pas été fait pour que les choses marchent. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Nous avons 26 provinces. Dans les 26 provinces, vous avez des assemblées provinciales. Aujourd'hui, ça fait 5 mois d'impayement des députés provinciaux. Dans les pays, en tout cas dans les provinces comme ma province de Tanganyika, où il n'y a pas suffisamment de recettes pour que le gouverneur paye lui-même les députés. Mais ça fait 4-5 mois d'impayement. Les choses sont à l'arrêt. Et l'argent public, au lieu de servir aux infrastructures, sert plutôt à entretenir les trains de vie des institutions. Et on arrive à une situation qui est pratiquement une situation de semi-blocage. Pourquoi ça ne le serait pas dès lors qu'il a été démontré, je crois par A plus B, que
le frein, c'était tout simplement Kabila. Parce que depuis que Kabila est parti, il n'y a plus l'étude des nationalités qu'on lui avait collé à la peau, c'est terminé. Il n'y a personne qui en parle même. L'histoire de la maison de son frère, qui appartient à son frère. Son frère est ici, à Kinshasa. Son frère est ici, il revendique. Il a même montré les papiers que ce n'est pas ça. Ce n'est pas la maison de mon petit frère, c'est ma maison. Mais on a continué à poursuivre Moïse Katumbi sur une maison dont le propriétaire a tous les titres. Alors, tout ça s'est tombé, comme l'histoire de mercenaires, ça a fait flop. Personne n'en parle, donc il n'y a aucune raison, aucune menace qui pèse sur Moïse Katumbi. Donc, la voie est libre pour compétir. Nous savons que la compétition va être difficile parce que nous savons que Félix Tshisekedi voudra se représenter aussi. Et que, bon, s'il travaille bien, il pourra avoir ses chances aussi. Mais nous sommes confiants parce qu'un gestionnaire du calibre de Moïse Katumbi, avec la vision qu'il a, il n'y en a pas encore au niveau de la République démocratique du Congo. Est-ce que le peuple laissera passer ça? Moi, je pense que non. Je crois que l'expérience que nous avons vécue déjà avec Nanga et autres est une expérience douloureuse. Aujourd'hui, la tendance, je crois, au niveau des hommes politiques responsables, c'est la tendance de dire que la CENI doit être dirigée exclusivement par les apolitiques pour ne pas en faire un terrain de jeu politique. Parce que ce que nous avons vécu comme scandale aux élections passées, vous voyez maintenant un personnage politiquement engagé et personne dépendante être dirigé la CENI. Mais je crois que nous allons nous entretuer. Et là, je crois que le pays ne peut pas accepter. Les citoyens congolais, c'est parfois notre devoir, nous, en tant que politiques, de former nos concitoyens. Parce qu'on a l'impression que le Congolais, à un moment donné, se dit, voilà, c'est l'histoire des politiciens. Non, il faut comprendre d'abord le sens de la démocratie. La démocratie, ça veut dire quoi? C'est le peuple qui décide. À partir du moment où moi je décide que c'est Amici ou c'est elle qui doit me diriger moi, il n'appartient pas à un petit groupe d'individus de dire non, non, même si vous, peuple, vous avez choisi tel, nous confisquons votre pouvoir du peuple pour dire que c'est plutôt tel. Non, c'est-à-dire des histoires comme la CENI, le peuple doit être très attentif parce que c'est l'organe qui traduit en non la volonté du peuple. Or, on ne peut pas mettre quelqu'un qui ne va pas traduire en termes d'élu la volonté du peuple, mais qui va renverser pour nommer des gens là-bas. Je crois que cette histoire, à mon sens, ça ne passera pas. Le peuple veillera, et nous, en tant qu'opposition, nous veillerons à ce que ce peuple qui a fait échec au troisième mandat de Joseph Kabila, ce peuple qui a fait échec au changement de la Constitution, parce qu'aujourd'hui, on ne le dit pas assez, c'est que ce peuple a fait échec au troisième mandat et au changement de la Constitution. Nous le pensons capable de faire échec à ce genre de manœuvres qui vont davantage rendre la CENI dépendante.